Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdou Anne. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Avec au sommaire de Rumactu, Tabara Mbodj, président d'Asia, était à la rencontre des jeunes pour la COP21. Nous l'avons rencontré et nous dira ses attentes par rapport à cette conférence mondiale. Lancement de la start-up francophonie. Le MAP renouvelle ses instances. Abdoulaye Thiam nous en parle dans un instant. Nous développerons ces titres après ce sommaire avec Seta Kamara. Notre invité Issa Diawara, il est le représentant de l'IPR en France. À l'heure où le dialogue entre le pouvoir et les partis de l'opposition dite radicale semble voir le jour, nous allons mieux faire connaissance avec ce parti pour ensuite voir les conditions d'un véritable dialogue. Nous allons aussi évidemment parler des questions brûlantes que l'on appelle pudiquement le passif humanitaire, l'esclavage ou les séquelles de l'esclavage comme le dit le pouvoir, mais aussi des affaires de corruption révélées récemment par les médias internationaux. Issa Diawara sera sur notre plateau et vous allez l'entendre dans un instant. Vos rendez-vous désormais incontournables d'un regard d'ailleurs arrivent également. Naira Samper nous parle de la Mauritanie vue de la presse nationale et internationale. Amadou Kane vous fait un survol de l'actu décalé de la Mauritanie vue de la toile. Et enfin, notre invité Issa Diawara répond au questionnaire à ces questions croustillantes dont Seta Kamara a le secret. Vous savez tout pour le sommaire, vous pouvez d'ores et déjà réagir sur la page Facebook de l'émission. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Tout de suite, place à Rimactu avec Seta Kamara. Seta, bonsoir. Bonsoir. On parle de la COP21 pour commencer. Oui, à l'occasion de la rencontre mondiale à Paris pour le climat, des jeunes du monde entier sont venus représenter leur pays en marge de ce sommet. Tabara Mbodj fait partie de ceux qui sont venus représenter la Mauritanie. On l'écoute maintenant. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc à Paris, nous savons tous que bientôt se tiendra la COP21, qui est une conférence majeure dans les défis des changements climatiques à travers le monde. Et en amont de la COP21, il y a la COP11 qu'on appelle la conférence of Youth. Donc moi, je pense que chaque jeune... cette conférence, je rappelle, réunit plus de 5 000 jeunes actuellement. Et je pense que les jeunes sont porteurs de voix, les jeunes sont l'avenir. Donc nous aussi, on a notre mot à dire dans ces problèmes climatiques. Donc c'est ça l'objet de ma présence ici, en tant qu'invité, mais aussi en tant que jeune engagé dans la société civile et qui a peut-être une voix à porter, un message à transmettre. C'était donc Tabara Mbodj, présidente d'Aisia, entretien que vous pouvez retrouver en intégralité dès le 13 décembre à 10h sur rmiinfo.com. On parle à présent de Start-up francophonie. Alors, c'est le réseau de start-upers récemment lancé pour créer une synergie entrepreneuriale dans l'espace francophone et au-delà. Abdoulaye Sy, notre réalisateur qui est également le CEO d'Opconet, fait partie des initiateurs de ce réseau. Nous leur souhaitons bon vent. On finit par le MAP qui renouvelle ses instances. Alors pour terminer ce Rimactu, on écoutera M. Abdoulaye Thiam qui est chargé de communication de mouvements politiques à propos de ces nouvelles échéances internes. Oui, tout à fait. Je viens ici aujourd'hui, bien sûr, en tant que membre du bureau sortant et par la même occasion aussi membre de la commission qui est en charge d'organiser ces élections. Donc cette commission est constituée de trois personnes, à savoir moi-même, Thiam Abdoulaye, Abou Yero, qui est le vice-président sortant, et Eliman Khan, qui est aussi le trésorier sortant. La commission a été mise en place le 1er avril, donc elle prendra fin. Donc ces missions prendront fin au soir du 26 octobre, date qui va marquer la mise en place de ce nouveau bureau. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 décembre, donc une semaine avant les élections. C'était donc Abdoulaye Thiam, chargé de communication du MAP. Entretien que vous retrouverez dès demain à 12h dans son intégralité sur rmiinfo.com. C'était Rimactu avec Seta Kamara, Seta que l'on retrouve en fin d'émission pour le questionnaire. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, notre invité Issa Diawara, le représentant de l'IPR, parti au pouvoir en Mauritanie, nous rejoint. À l'instant, voici Betty Mincher dans Rukun Romi.
Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. À venir, le questionnaire A, Regard sur la toile, le kiosque d'RMI. À l'instant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur le plateau, nos chroniqueurs d'un jour, nos chroniqueurs de tous les jours. Monsieur Amadou Khan, bonsoir. Bonsoir Seydou. Monsieur Hamad Sall, bonsoir. Bonsoir Seydou. Et à tout seigneur, tout honneur, permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à notre cher invité, Monsieur Issa Diawara, ici présent, bonsoir. Bonsoir, M. Wan. Je vous remercie infiniment. Je remercie toute l'équipe de RM Info pour cette invitation et je salue également les auditeurs. Merci bien et en tout cas, soyez à l'aise sur notre plateau. Monsieur Issa Diawara, je rappelle rapidement qui vous êtes, le représentant en France de l'Union pour la République, l'IPR, parti créé en 2009 dans le contexte du coup d'État qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Votre parti permettra à l'auteur du coup d'État, Mohamed Ould Abdelaziz, en ce moment en général, de remporter les élections présidentielles en 2009, puis toutes les élections et de renouveler son mandat, et normalement qui est le dernier en 2014. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, j'aimerais qu'on fasse mieux connaissance avec votre parti. Du point de vue des idées, quels sont vos référents idéologiques au sein de l'IPR? C'est une question extrêmement profonde, mais moi je m'en tiendrai tout simplement à ce que c'est parti en réalité dans son programme, dans la mise en pratique de ce programme, à travers des politiques que tout le monde ressent aujourd'hui, l'impact sur la vie des Mauritaniens. L'IPR est un parti, comme vous l'avez si bien dit, qui a été créé en 2009, dans un contexte que vous savez très bien, politique très tendu, et dans une situation économique qui tendait vers le creux. Avec le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui, comme vous l'avez dit, a été élu, réélu, et qui continue d'être très, très aimé par la population, a mis en œuvre une certaine politique. D'abord pour, vous permettez peut-être? Allez-y, voilà, oui. Une politique sociale qui permet à tous ceux qui ne disposent pas de moyens suffisamment importants pour vivre décemment, d'accéder à des produits de base à un prix très accessible. Il a aussi entrepris, c'est les boutiques ML en l'occurrence, qu'il a créé un peu partout sur le territoire national. Qui existait avant lui, mais on se demande pourquoi pas ne pas baisser les prix directement au lieu de mettre... Mais on va pas aller entrer très en... L'idée avait été émise avant lui. Oui. Mais la mise en œuvre de cette politique, il en est l'architecte. Il en est l'architecte, il en est le continuateur. Mais revenons aux référents. À quoi vous croyez au sein de l'IPR? Ce parti politique, comment dire, en Mauritanie, ou les partis politiques en général, ils ont des sociétés, comment dire, idéales auxquelles ils aspirent. Au sein de l'IPR, qu'est-ce que vous proposez pour les Mauritaniens? Est-ce une société purement capitaliste, par exemple? Est-ce qu'une société communiste, même si c'est dépassé, on n'en parle plus aujourd'hui? Est-ce qu'une société socialiste? Vers quel avenir vous voulez diriger les Mauritaniens au sein de votre parti, sans même parler d'Aziz? Bon, je crois que vous ne m'avez pas compris. Peut-être bien. Voilà, ouais. Moi, je ne rentre pas dans ces débats capitalistes, droite ou gauche ou centre ou communiste. Ce qui m'importe moi, et les raisons qui ont fait que j'ai adhéré à ces partis, c'est l'idéal d'égalité, de justice, de démocratie. Vous étiez où avant ce parti? Avant ce parti, j'étais à l'IFP. Est-ce que ce n'est pas un grand écart de partir de l'IFP vers l'IPR? Qui, quand même, on peut le dire, est quelque part le résidu de l'ancien PRDS, qui ne correspond pas forcément du point de vue idéologique à l'IFP? Pas du tout. Justement, l'IPR a balayé du terrain politique le PRDS. Ça n'a rien à voir. Expliquez-moi en quel sens. Bon, je vous dis que c'est le président Ould Aziz oui. qui a permis à ce que Maouia ait été déchu. Justement parce que la politique qu'il menait était une politique catastrophique pour les pays. Ils ont changé quoi de façon radicale? De façon radicale, il faut déjà voir que la presse aujourd'hui en Mauritanie est
est très libre. Beaucoup plus libre, ça c'est vrai. Bon, voilà, ça c'est une des choses importantes qu'il a développées. Et ensuite, pour ce qui est de la lutte contre l'esclavage, vous n'ignorez pas qu'il a entrepris un certain nombre de mesures qui se sont déclinées par des lois qui répriment et qui font même que, au sein de la Constitution, l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Ok, avec une loi. De toute façon, Et on par va, ailleurs- on va parler de l'esclavage tout à l'heure, c'est important, on va le garder pour plus tard. Mais, comment dire, au sein de l'UPR, est-ce que ce n'est pas quelque part un appareil pour légitimer la politique d'Aziz au lieu que ça soit l'appareil, qui enfante des idées et des programmes politiques pour le président éventuellement. Parce que quand on a vu qu'Aziz a encouragé quelque part la création de beaucoup de partis connexes ou annexes à l'UPR, par exemple le Sursaut et d'autres partis aussi qui sont là. D'abord, Est-ce que ça ne dérange pas l'UPR finalement? Est-ce que les gens de l'UPR ne sont pas remis au second plan? pas du tout. Permettez-moi d'abord de réfuter une chose. Ce n'est Allez-y, pas allez-y. l'UPR qui légitime le président Ould Abdelaziz. Ce sont les Mauritaniens qui l'ont élu, Oui. qui le légitiment. C'est une chose. Et comme vous le savez aussi, les partis politiques sont là pour trouver un champion. Et ce champion aura, en tout cas comme bras politique, ce parti qui va être à la tâche au quotidien pour mettre en œuvre son programme et puis répercuter son action auprès de la population. Donc, je ne vois pas pourquoi vous vous exprimez ainsi sur ce qu'est l'UPR. Et s'agissant des autres partis... Est-ce que les gens cotisent par exemple à l'UPR? Les cotisations, est-ce qu'elles sont régulières? Les cotisations au sein du parti, c'est combien? Est-ce que... aucune idée sur les cotisations. Voilà. On va passer au dialogue. Ahmed Sall. Oui, on va sortir un peu du débat d'idées. On va parler plus concret. Vous êtes le représentant de l'UPR ici en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la vie politique de votre parti ici, sur le nombre d'adhérents? Éventuellement. Bon, je vais en tout cas préciser une chose, c'est que l'UPR n'a pas encore entrepris d'implantation à l'étranger, dans aucun pays du monde. Moi, j'en suis venu à être son représentant par le fait que, quand il y a eu la rectification, j'ai été celui qui, le premier, a créé un comité de soutien au président de la République. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, la rectification, c'est le coup d'État qu'avait mené Ould Abdelaziz en 2008. Je réitère le fait que c'était une rectification parce que la démocratie était un peu clopé-clapin, il fallait la redresser. Donc, il s'agit bien d'une rectification. Donc, selon vous, une démocratie qui va clapi-clapa doit être rectifiée forcément sans passer par les urnes. Vous légitimez le coup d'État? Je pense qu'il faudrait que, si je dois répondre à cette question, qu'on revienne à la genèse de la crise. Parce qu'il s'agissait si vous pouvez de résumer créer, rapidement. Voilà, Oui. très rapidement. Allez-y. Il s'agissait de créer la Cour suprême et qui juge les anciens ministres, en tout cas d'autres fonctionnaires. Et normalement, c'est l'Assemblée qui fait ce travail. Et qui convoque l'Assemblée nationale, les députés? Bien sûr, c'est sur proposition du président de l'Assemblée, mais c'est le président de la République. Quand il s'est agi justement de créer cette Cour suprême et que le président de l'Assemblée de l'époque avait demandé au président Sidou Chia, le président de l'époque, de convoquer l'Assemblée nationale, le député, il a opposé un niet catégorique. De là, je crois qu'il y a eu rupture démocratique. C'est de là que la rupture démocratique est partie. Parce que le président de la République est le garant de l'application de lois. Si c'est ce dernier qui lui-même bafoue les lois, donc il ouvre la porte à tout, y compris à ce qu'il y ait des changements qui se fassent de cette façon-là.
Ah oui, une fois que le président peut être destitué, on n'est pas obligé d'en arriver Non, à... dans nos lois, notre système, il n'y a aucune possibilité, mis à part cette Cour suprême, dont justement il a refusé la création, qui permet de destituer le président. Mais dans notre constitution, on peut décider un président qui ne respecte pas les lois peut être destitué sans passer par, la voie militaire. Mais il faut voir que l'Assemblée nationale, il y a une crise profonde. Certes. Il y a une Créée par qui? Cette crise, elle a été créée par qui? Créée par le refus du président de l'époque. Où On va il y a une fronde au sein de l'Assemblée qui a fait que finalement, le pays était à l'arrêt, aucune autorité. Il ne fallait pas laisser le pays chavirer quand même. Il fallait certes pas Et je laisser... salue en tout cas, le patriotisme du président de la République qui a, à ce moment-là, agi vraiment en bon patriote. Donc, si je comprends bien, si jamais le président tangue un peu, il faut un coup d'État pour nous sortir de cela. Donc, ma question est que là, on se dirige vers la fin du mandat d'Aziz. Donc, tout porte à croire qu'il est sur le point de changer la Constitution. Si jamais il va vers ça, qu'il veut changer la Constitution. Donc, vous soutiendrez quand les militaires se lèvent un bon jour, fassent un coup d'État, qui disent oui, parce que Aziz veut changer la Constitution. D'abord, je pense que cette question, elle est prématurée. Et en aucune façon, on ne peut apporter ici, aujourd'hui, la preuve que le président a émis une quelconque intention d'aller au-delà de 2 mandats que la Constitution permet. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Moi, cette question, j'y répondrai le moment venu. Oui. Je suis d'accord. Permettez-moi quand même de dire, est-ce qu'au sein de votre parti UPR, est-ce que vous préparez d'autres candidatures qu'Aziz à partir du moment où on sait que la Constitution ne lui permet pas? Lui-même, il n'a pas émis d'envie de faire un 3e mandat. L'UPR n'a pas préparé une candidature à 3 ans. Est-ce que vous êtes démocrate? Je suis foncièrement démocratique. Et pour répondre à votre question d'avant, je disais que l'UPR n'a pas à préparer un candidat à 3 ans et demi. Les échéances, au moins? L'échéance. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on rentre dans ce jeu-là, après, c'est la boîte de Pandore. On crée les 2 ordres. Et nous, on a envie que notre parti, qui est un parti structuré, qui fonctionne très bien, tienne ce cap-là jusqu'au moment où on doit venir à cette échéance. Et ne vous inquiétez pas, sans doute, on aura notre candidat à ce moment-là. Donc, autre qu'Aziz? Je vous dis qu'on aura notre candidat Autre qu'Aziz? le moment venu. Mais j'ai répondu à cette question. Aziz n'est candidat à rien du tout. Non, vu qu'il ne l'est pas, moi je suppose que votre parti est assez démocratique. Il n'est candidat à rien du tout. Vous avez un petit nom dans vos têtes? Non. Je pense qu'il ne m'appartient pas à moi, à ce stade-là, d'évoquer un quelconque nom. Le moment venu, on a assez d'hommes et de femmes compétents pour lever ce challenge-là. Ok, on va parler à présent du dialogue qui devait comment dire, aboutir depuis 2009, qui n'aboutit toujours pas. Chacun s'en renvoie la balle. Pourquoi d'ailleurs le président récemment fait des appels du pied pour un dialogue, tout en disant clairement haut et fort qu'il n'y a pas de crise? Exactement, il n'y a pas de crise. Et vous savez très bien... Donc pourquoi faire un dialogue? Je vais vous dire, le dialogue, pour nous, c'est une culture. Ce n'est pas seulement agir quand il s'agit d'une crise. C'est une culture chez nous, à l'UPR, de dialoguer, de négocier. Mais pourquoi faire? Justement, je vais vous dire, ça peut toucher à beaucoup de volets de la vie de la nation. Ça peut aller sur les questions économiques et finir sur les questions politiques. On dialogue avec l'opposition vraiment sans but en fait. Si, je viens de vous le dire. C'est-à-dire que le dialogue peut porter sur des questions économiques, d'envergure, qui touchent à l'intérêt national. Sauf que l'opposition, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut l'application des accords de Dakar. Elle le voulait depuis longtemps. Je me demande même si aujourd'hui elle le veut. Franchement, je ne vois pas pourquoi vous revenez sur ces accords-là. C'est eux qui le disent, hein? En 2009. Oui. En 2008, pardon, quand le président est arrivé au pouvoir, il est resté presque 14 jours avant de former son gouvernement. Sa seule volonté était d'amener tout le monde pour créer un gouvernement d'union nationale. Depuis lors, sa porte est ouverte au dialogue. Il a tout fait, mais la classe politique est restée rétive. Et après,
quand il y a eu la crise pour aller vers les élections, sur la fixation de la date de cette élection présidentielle, et que finalement un dialogue s'est amorcé avec l'aide du Sénégal, et qu'il y a eu les accords de Dakar, sur lesquels vous savez très bien que le président a donné satisfaction entière à toutes les doléances de l'opposition. Au final, il a gagné ces élections haut les mains. Bon, maintenant, il s'agissait d'un dialogue contextuellement lié à une crise. Dès lors qu'il a été élu, c'est un président légitime. On ne peut pas dire que pour lui, la référence, la feuille de route, ça va toujours être ces accords-là. Il a été élu sur la base d'un programme. Et dès lors que les Mauritaniens lui ont donné confiance pour diriger le pays, il lui appartient de diriger la Mauritanie. Il lui appartient. Donc, à partir de ce moment, soit qu'il permet à l'opposition de rentrer dans le gouvernement ou de dialoguer sur d'autres bases, ou bien il ne le fait pas. En aucun cas, on ne peut continuellement lui opposer ces accords-là. Donc pour moi, ces accords, dès lors qu'il y a une élection démocratique et qu'il y a eu un président élu, sont devenus caducs. Monsieur Diawara, à vous entendre, vous rejetez la faute sur l'opposition. Mais n'ont-ils pas raison de douter de la sincérité de cet appel, vu que par le passé, Aziz a quand même violé certains accords, notamment ceux de Dakar? Je vous ai expliqué ma position. Pour moi, les accords de Dakar n'ont aucunement été violés. Ces accords ont été... Non, pour moi, ces accords devaient permettre l'organisation des élections. Et aussi d'un gouvernement d'union nationale. Permettre à ce que... Mais est-ce qu'un gouvernement, c'est une juxtaposition des oppositions? Oui, mais c'était dans les accords. Non, ce n'était pas dans les accords du tout. Gouvernement qui devait être choisi par Sidiok. Du tout, pas du tout. Ces accords, nulle part, vous n'y verrez faire mention qu'il devrait y avoir un gouvernement d'union nationale. Mais monsieur, ceux qui représentent, ceux qui se disent de l'opposition en Mauritanie, M. Diawara, ne sont quand même pas incrédules. Quand ils vont faire des accords, ce n'est pas pour revenir dire on fait des accords pour finalement tout donner le pouvoir au président, qu'il soit élu, on lui ouvre tout le chemin et tout est bon pour lui. Bon, quelles étaient les concessions? Qu'est-ce qu'Aziz a concédé depuis 2009? D'abord, il faut savoir qu'on est en démocratie. La démocratie dans un pays, elle se construit sur deux pieds, le pouvoir et l'opposition, pas forcément dans le cadre d'un exécutif. Le pouvoir fait son travail d'exécutif, et si il est majoritaire aussi à l'Assemblée nationale, il fait son travail législatif. Maintenant, de l'autre côté, l'opposition continue de peut-être dénoncer, s'il y a lieu de dénoncer des choses, et réclamer, faire même des propositions qui peuvent être constructives et recevables. Ça a déjà été fait, oui. J'ai l'impression que chez nous, l'opposition cherche toujours à être dans l'exécutif, parce que toutes les doléances qu'elle émet dans le sens de ce dialogue, c'est pour dire, oui, les accords devraient nous permettre de rentrer dans le gouvernement. Parce que c'est ça que vous dites là par ricochet. Or, pour moi, ce n'est pas ça le rôle d'une opposition. C'est quoi le rôle d'une opposition? Allez-y. Je vous l'ai dit, le rôle d'une opposition, c'est de jouer son rôle, de dénoncer... De s'opposer? Non, c'est pas de s'opposer. Oui. Pas forcément. Je vous ai dit aussi que... D'être aussi une force de proposition. Elle peut aussi émettre des propositions constructives. Propositions qui ont du mal à être acceptées par le pouvoir. C'est qu'elles ne sont pas des bonnes propositions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Bonne proposition pour qui? Pour le pouvoir en place. Le pouvoir en place. Quelles sont les concessions que le pouvoir est capable de faire actuellement? Vous pensez que le président Mohamed Abdelaziz a été élu pour appliquer le programme de l'opposition? Non, justement. Donc, pourquoi faire un dialogue dans ce cas et parler de propositions, monsieur? Mais avant son élection, il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Et même, allons-y dans la force de proposition. Je me rappelle bien ces dernières années, même, je dois dire, Hamidou Baba, dans son parti, avait fait des propositions et au gouvernement et à l'opposition dite radicale pour arriver à une feuille de route. Où est-ce qu'on en est? Finalement, ça n'est arrivé à rien du tout. La force de proposition en Mauritanie, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est audible aujourd'hui? C'est ça la question.
Est-ce que le président les entend? Quand je commençais à répondre à cette question, je vous ai bien dit que la porte du président était toujours ouverte pour le dialogue. Ça s'est confirmé, ça s'est fait en 2009, ça s'est confirmé en 2011, ça se reconfirme encore aujourd'hui. Si M. Kanhamidou, comme vous dites, a fait des propositions dont moi je ne suis pas au courant, c'est peut-être que ces propositions ne vont pas dans le sens de l'intérêt national. Sinon, pourquoi le président qui est là pour faire en sorte que les Mauritaniens obtiennent ce à quoi ils aspirent n'appliquerait pas un programme qui va dans ce sens? Est-ce qu'une seule proposition a déjà été entendue? Non, pour l'instant, il n'y a même pas eu de dialogue. Vous savez très bien que c'est ce qui bloque. Donc il ferait mieux de fermer la porte. Non. Ouais. Laissez-moi d'aller Allez-y, au bout de vos idées, voilà. allez-y. C'est-à-dire que cette opposition, elle parle du dialogue, mais elle n'applique pas le dialogue. C'est le président qui a été toujours à l'initiative du dialogue en Mauritanie. L'opposition, ça se révèle aujourd'hui au grand jour, est elle-même divisée. Certes. Voilà, elle est elle-même divisée. Elle n'arrive pas à se coordonner entre ces différents pôles pour parler d'une voix, pour aller vers ce dialogue. Bon, en venant ici, j'ai un ami, j'espère que ça va se confirmer, qui m'a fait savoir que l'ancien Premier ministre serait même disponible pour aider et jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue intra-opposition. L'ancien Premier ministre Lardaf. Lardaf. Oui, mais pour j'aurais une faciliter. question. Est-ce que cette disposition au dialogue qu'affiche Aziz de temps à autre n'est pas une manœuvre politicienne qui a pour finalité de briser l'opposition ou de s'accréditer aux yeux de l'opinion internationale? Et Non. de dire, voilà, moi j'ai ouvert le dialogue et c'est l'opposition qui refuse. Non, le président Mohamed Ould Abdelaziz, comme je l'ai dit, a le dialogue chevillé au corps. Ce n'est pas du tout un stratagème ou une stratégie, c'est plutôt une culture. Il voudrait à chaque fois pouvoir consulter son opposition pour comprendre quelles sont ses préoccupations, est-ce qu'il ne passe pas à côté de quelque chose d'essentiel. Mais si cette opposition est là toujours pour dire il n'est pas légitime, parce que certains continuent de dire qu'il n'est pas légitime, il faudrait qu'il parte. Et on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui est légitime. Le dialogue ne peut pas se faire. Il faudrait peut-être inviter les représentants de cette opposition. Ils sont déjà passés par là. Pour qu'ils expriment vraiment leur position. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour aller au dialogue? Auquel cas, il faut qu'ils le fassent sérieusement. Ou dans le cas contraire, qu'ils nous disent quelles sont leurs véritables intentions. D'accord. Moi, je ne vais pas continuer à discuter sur le dialogue, opposition et parti politique, parce que je ne représente pas l'opposition ici. Nous non plus. Ma question est sur les politiques en Mauritanie en général. Bon, en vous entendre, je suis triste. Parce que voilà, depuis le début, on vous a demandé l'idéologie de votre parti IPR. Vous avez dit que c'est pas important en fait. L'important c'est Aziz. Voilà. C'est ça votre pensée en tant que politicien. Et ma question en fait concrètement, est-ce que la tragédie de la Mauritanie aujourd'hui, c'est pas les politiciens? Pas du tout. Parce que vous quittez des partis politiques quand vous changez de paire de chaussures. Vous en êtes un exemple. Vous avez quitté l'IFP qui est un parti d'opposition pour atterrir à l'IPR. L'IPR, c'est les gens qui étaient il y a quelques années à Adil. Adil, c'était le parti de Sidioka quand il a accédé à la présidence. Et Adil, c'est un bébé de PRDS. Donc, est-ce que la tragédie de la Mauritanie aujourd'hui, ce n'est pas les politiques? Pas du tout. Les politiques ont toujours été au rendez-vous, au contraire. Les politiques sont là pour jouer le rôle de représentation et de répondre également aux problèmes des Mauritaniens. Quant à l'autre volet de votre question, qui consiste à dire que le nomadisme politique, etc. Qui est une réalité. Bon, c'est une réalité, mais moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. Rien ne m'empêche demain de changer. Je peux changer. Je change Vous avez le droit de changer. Voilà. Oui. Donc, je suis libre de changer. En changeant, ce n'est pas pour autant que cela peut être stigmatisé ou vu comme étant péjoratif. L'essentiel, c'est d'avoir ses convictions, de les défendre. Et à chaque fois, en tout cas me concernant, là où j'ai été, j'ai défendu l'idéal de la démocratie. Dites-moi si vous avez quelque chose contre ça.
l'idéal de l'égalité, de la justice, de la liberté. Et je pense que c'est là des choses sur lesquelles l'humanité entière sera d'accord. Vous pensez que le pouvoir actuel représente l'idéal de la démocratie et de la justice? Absolument. Dites-moi un exemple. Tout récemment, l'arrestation de Ould Boubacar, le colonel, juste parce qu'il a donné ses opinions. Où est la justice dans tout cela? Moi, on est dans un pays de droit. Dès lors que la justice a été saisie d'une question, je ne me permets pas de commenter. On attend. Parce qu'il n'y a pas eu d'inculpation pour l'instant. Si, on l'a inculpé d'atteinte à la sécurité. Il n'y a pas eu de jugement, donc sur l'issue, on n'en sait rien. Ce que je sais, c'est qu'on est dans un état de droit. Ould Boubacar aura le temps de se défendre. Pour l'instant, la justice fait son travail. Ne nous immisçons pas dans ce travail. Parlant de justice, justement, on va passer à l'autre volet de notre débat concernant le passif humanitaire et puis les droits humains. À propos du passif humanitaire, est-ce que finalement Aziz n'est pas tombé, le président Mohamed Aziz n'est pas tombé dans son propre piège en ouvrant un tout petit peu le dialogue, en donnant un peu d'espoir avec la prière de Kaïdi et finalement ne pas aller au bout de ce que Sidi Ould Abdallah avait commencé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un 28 novembre d'une Mauritanie complètement divisé, c'est peu de le dire. Vu que Ould Boubacar, dont on parlait tout à l'heure, était arrêté ce jour-là parce qu'il avait organisé une conférence quelque part. Bon, je pense qu'il ne faut pas aller de confusion en confusion. Dites-nous en quoi c'est une confusion? Bon, je vais vous le dire. Concernant la prière de Kaïdi, elle découle d'une volonté du chef de l'État qui est de construire l'unité nationale. Cette prière, à juste titre, a été reçue et appréciée de tous les Mauritaniens, dans la mesure où ça permet aux Mauritaniens de se ressouder entre eux. Et ensuite, ça ne suivit, mais j'en viens, ça ne suivit aussi des négociations avec des associations qui représentent les victimes sur le retour des Mauritaniens qui étaient au Sénégal et au Mali. Ce qui fait que jusqu'à fin 2013, les Mauritaniens qui aspiraient au retour, parce qu'on n'oblige pas quand même Excusez-moi de vous couper, il n'y a pas eu de Mauritaniens de retour au Mali. Le pouvoir a toujours nié qu'il y ait des réfugiés mauritaniens au Mali. Donc les Mauritaniens qui étaient au Mali ont été ignorés. Non, donc il y a le dossier est clos et ils ne sont toujours pas revenus. S'agissant du cas du Mali, effectivement, il n'y a pas eu de retour de ce côté-là, tout simplement parce que les Nations Unies ne se sont pas suffisamment impliqués. Oui, mais ce n'est pas aux Nations Unies de faire revenir ces Mauritaniens. S'il y a une volonté du gouvernement mauritanien de faire revenir ces Mauritaniens-là, pourquoi attendre que les Nations Unies s'y mettent? Mais qui connaît les Mauritaniens qui sont au Mali? Qu'ils font des enquêtes. Le pouvoir mauritanien peut faire des enquêtes. Il faudrait que les Nations Unies s'impliquent par le biais du HCR, parce que c'est l'organisme qui est chargé justement de la protection des réfugiés. Parce que n'importe qui peut se lever et dire qu'il est réfugié, alors qu'il ne l'est pas. Oui, mais ça ne doit pas pénaliser les réfugiés, les vrais réfugiés. Justement, il faut, à l'image de ce qui se fait avec le Sénégal, qu'il y ait un accord tripartite, c'est-à-dire le pays d'accueil, l'organisme protecteur et le pays d'origine, pour permettre à ce qu'on puisse faire un travail raisonnable et sérieux, comme ça a été fait du côté du Sénégal. D'accord. Juste une question, qu'en est-il maintenant? Est-ce que ce dossier est clos ou ces réfugiés ont l'espoir de revenir un jour en Mauritanie? Je pense que vous avez bien entendu à chaque fois la volonté du chef de l'État s'exprimer sur cette question, qui est que tout celui qui est mauritanien a vocation à revenir dans son pays. Oui, donc, mais ça, c'est des paroles. C'est des paroles, monsieur. Pas des paroles. Ça fait des années qu'ils le disent. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour que ces gens-là reviennent au pays? C'est un homme d'action. S'il s'exprime ainsi, c'est qu'il a la volonté d'accepter le retour des Mauritaniens qui l'entendent comme tel. Et si toutefois un jour il y a un accord, ces Mauritaniens seront accueillis chez eux. Il finit son mandat dans 3 ans. Dans 3 ans, donc il faut faire tout ça dans 3 ans. S'il a la volonté de le faire. Avec lui, il en a la volonté. Après, il faudrait que les Nations Unies s'impliquent
aussi. Et après que la volonté a été exprimée, je pense que les choses peuvent aller très vite. Hamad Sall. Oui, Monsieur Diawara, moi je vais revenir sur la récente sortie du président lors de sa conférence de presse le jour de l'indépendance. Il a dit que le dossier du passif humanitaire était clos, alors que des organisations qui sont jugées crédibles militent encore et qu'à ce jour, aucune mesure de justice n'est allée dans ce sens et que les criminels continuent de circuler librement. Comment vous pouvez expliquer tout cela? Je pense que vous êtes en train de tout confondre. Dans quel sens? Je vais m'en expliquer. Allez-y. Bon, d'abord, je n'ai pas réagi sur un point de votre question. Sur le 28 novembre. Relatif au 28 novembre. Le 28 novembre, vous le savez très bien, c'est une date historique. Une À date juste titre. réelle qui correspond à l'indépendance de la Mauritanie. Personne ne peut ici me contredire là-dessus. Et d'ailleurs, on est content que ce soit à cette date-là. Voilà. À partir de ce moment, que vous dites que c'est devenu une autre date, je ne sais même pas l'expression que vous avez utilisée, je ne vois pas au nom de quoi. Au nom des 28 militaires assassinés ce jour-là pour fêter cette date d'indépendance. Ces crimes, le président de la République est le premier à les déplorer. Voilà. De là à dire qu'on va changer la date de l'indépendance, on va la mettre où? Personne n'a parlé de changer de la date d'indépendance. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? D'habitude, ici, c'est nous qui faisons les questions. On va s'atteler à ça. Okay. Mais n'oubliez pas juste une chose. On n'a pas dit de changer cette date, mais ce qu'on a dit, c'est est-ce que le président ne devrait pas régler cette question de façon définitive à ce que, de telle sorte que le jour du 28 novembre soit un jour de rassemblement, tout simplement. C'est justement aux Mauritaniens. Mais quand il dit que le dossier est clos, que les gens qui alors qu'il y a les coupables qui circulent impunément, et comment vous voulez... Justement, on vous laisse répondre. Il appartient aux Mauritaniens de créer les conditions de l'unité nationale. Et le pouvoir est là pour accompagner les Mauritaniens. S'agissant de cette question du passif humanitaire, c'est que le président de la République n'en a pas fait son affaire. Non, il en a fait son affaire. Il a ouvert des négociations qui ont duré sur des années, qui a impliqué des indemnisations. Pour aboutir à quoi? À des indemnisations. C'est pas ce que les gens demandent, monsieur. Les gens demandent à ce que les coupables je ne me souviens plus de votre nom. Monsieur Sall. Oui. Je pense qu'il y a eu des représentants des associations de victimes qui étaient là dans ces négociations, qui étaient partis dans ces négociations. Mais pas tous. Tout le monde devait être là. Tout le monde a été invité. Sont venus ceux qui s'intéressent à cette question. Sont venus ceux qui s'intéressent uniquement à la partie indemnisation de l'argent. À la base. Il y en a parmi eux qui veulent juste que la justice soit faite, ou mieux qu'on leur dise juste qui a tué leur père, leur oncle, et qu'on leur dise où est-ce qu'ils sont enterrés, ces gens-là. Parce qu'à priori, on ne savait pas quels étaient les termes qui allaient sortir des négociations. Donc, l'aspect pécuniaire, peut-être que vous en avez cette idée, mais pas forcément le pouvoir. Le pouvoir était là pour trouver une issue raisonnable à cette question. Aujourd'hui, est-ce que cette issue n'a pas été échouée? Ça s'est fait dans d'autres pays. Ça s'est fait au Maroc. Ça s'est fait en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, est-ce que tout ça n'a pas échoué? Ça s'est fait en Afrique du Sud. Des commissions ont été créées, des commissions qui n'existent pas encore. Ça, c'est la forme. Justement, la forme donnée des commissions à la qui négociation. Ont pour but de retrouver il y a eu un dialogue direct avec les représentants des associations. Que ça soit sous forme commission ou sous cette forme, l'important est que au niveau du dialogue, que tout le monde soit représenté. Les victimes ont été représentées, le pouvoir a été représenté. Travaillons à l'unité nationale au lieu de chercher, après avoir vécu ces drames qui étaient vraiment déplorables, que nous condamnons tous, qu'on en vienne encore à nous chamailler sur une date. Ce n'est pas la question de la dette qui importe. Le plus important, c'est, je crois, pour les associations, c'est ce que ça soit réglé de façon définitive. Est-ce que les gens sachent où sont enterrées les personnes? Mais on passe sur cette question à la question de l'esclavage. Est-ce qu'il existe de l'esclavage aujourd'hui en Mauritanie? Non, je suis entièrement d'accord avec le président de la République que l'esclavage n'existe pas. Mais permettez-moi de m'expliquer. L'esclavage comme système, il n'existe pas.
Et si je dis aussi que l'esclavage n'existe pas, c'est en tenant compte également de la grande poussée législative que le président a opérée pour faire en sorte que tout celui qui aujourd'hui est soumis à cette pratique puisse s'adresser à l'État et que les auteurs de cette pratique soient jugés et condamnés. Si l'esclavage n'existe pas, pourquoi créer des lois? Est-ce que parce que il n'y a pas de criminels à l'avance? Je réponds à votre question systématiquement comme ça. Non, c'est prévu, on sait qu'il y a des criminels. Non, permettez-moi de le dire. S'il y a des criminels qui existent comme ça dans la nature, ça n'existe pas. Pour dire que non, pour dire qu'il y a eu des criminels. C'est pour ça qu'on a prévu des lois pour juger au pénal les criminels. Et quel est l'intérêt de Tadamou? Il y a eu des esclaves. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On prévoit que c'est toujours possible qu'il y ait des gens qui soient tentés de ressusciter cette pratique. Et que par conséquent, prévoir des lois qui répriment était la bonne chose à faire. D'accord, si je vous comprends, il y a toujours eu de l'esclavage. Jusqu'en 2008, hop, Aziz arrive, il n'y a plus d'esclavage en Mauritanie. Parce qu'il y a eu des précédents, il y a eu des lois, des gens ont été jugés 2008, et emprisonnés même. Les gens ont été jugés et emprisonnés. Oui. Mais finalement, ils ont été relâchés. Ça, c'est la justice qui fait son travail. Donc la justice a quand même reconnu, au moins sur un cas, qu'il y a eu l'esclavage. L'esclavage, je vous ai dit que ce n'est pas un système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir n'encourage pas l'esclavage, ne permet pas que l'esclavage soit pratiqué en Mauritanie, d'où l'existence de ces lois. Et vous-même, vous l'avez confirmé, vous dites qu'il y a eu des gens qui ont été jugés. Mais libérés. Mais libérés, c'est la justice. Même ici, on juge des criminels, on les libère par la suite. Ça n'a pas de sens de dire qu'ils ont été jugés et libérés. L'essentiel est que le délit ou le crime d'esclavage a été reconnu et qu'une réponse pénale a été apportée. Monsieur, c'est une évidence quand vous dites que l'État n'encourage pas. Bien sûr que l'État ne peut pas encourager, mais il doit reconnaître qu'il y a des cas d'esclavage en Mauritanie. Pas du tout. Mais quel est l'intérêt de l'agence Tadamou alors qu'il a été créé en 2013? L'agence Tadamou, il ne faut pas confondre ces gens. C'est dommage que vous confondez tout ici. C'est l'agence pour... Non, vous confondez tout ici. C'est vous qui confondez de travers. Non, vous confondez absolument tout. Quel est le rôle de l'agence Tadamou? L'agence Tadamou est là pour essayer de réduire les gaps dus aux séquelles de l'esclavage. C'est la réponse socio-économique qui est apportée à cette question. Après le volet juridique, il fallait apporter une réponse socio-politique. D'accord. Et la récente loi d'août 2015 qui criminalise l'esclavage a créé... Non, ce n'est pas seulement qui criminalise. La récente loi, c'est même pas encore une loi, c'est un projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres et qui n'est pas passé encore à la législature, au Parlement du moins. Cette loi permet de condamner même l'apologie de l'esclavage. Il y a 10 autres formes d'esclavage qui ont été traitées dans cette loi. Aussi. On est d'accord. Ce qui fait que vous voyez très bien la ligne du chef de l'État sur cette question, qui est crescendo de faire en sorte que tous les volets qui concernent cette question puissent être considérés et que plus jamais ce que vous ne dites pas, c'est que cette loi on réprime sévèrement la question. Ce que vous ne dites pas, c'est que cette loi institue aussi des juridictions spécialisées dans chaque wilaya pour lutter contre l'esclavage. Ça aussi, c'est une des politiques du chef de l'État. Donc il y a de l'esclavage. Non, mais pourquoi créer des institutions juridiques? Mais pourquoi on a, par exemple, une justice qui existe? Parce qu'on dit que potentiellement, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est justement parce que le président sait qu'on est des êtres humains, on est faillible, et que ce qui est anciennement pratiqué l'esclavage... Il y a des soupçons d'esclavage. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas un soupçon. C'est qu'on n'attend pas que la question soit là pour qu'on la traite. Oui. Voilà, on prend les lois... Sauf que la question est là, il y a plusieurs cas d'esclavage qui sont... Pourquoi ces personnes qui se disent esclaves aujourd'hui ne saisissent pas les juridictions? Ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Sont derrière. Et d'ailleurs, ceux qui sont censés le faire sont derrière les barreaux. C'est cette question de moyens. Le président de la République a créé la possibilité d'avoir des avocats commis d'office. Oui, justement. Voilà. Donc, comment contacter un esclave? Oui, mais concrètement, vous pensez, monsieur, des organisations qui sont des modalités pratiques. Mais les militants
abolitionnistes sont derrière les barreaux. Ce qui est Ça, c'est essentiel des de faire. modalités pratiques. Je pense qu'il revient à chacun d'entre nous, citoyens, organisations intermédiaires, de sensibiliser les Mauritaniens sur l'existence des lois, sur les voies par lesquelles et tous les moyens qui sont à leur disposition pour faire place à leurs droits. Voilà, c'est ton travail, c'est mon travail, c'est On est chacun d'accord d'entre nous doit le là-dessus. faire. Et aujourd'hui, quand on sait que les militants de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie sont en prison, quel symbole l'État mauritanien renvoie aux Mauritaniens qui se disent quelque part victimes soit de l'esclavage ou de séquelles de l'esclavage, comme vous le dites? Encore une autre confusion. Parce que par rapport à cette question, parce que vous faites référence sûrement à Biram Tahabid, qui a été emprisonné. Voilà, vous savez très bien à la que suite s'il d'une a été manifestation. condamné par la justice, ce n'est pas certainement pour un engagement, en tout cas par rapport à son engagement contre l'esclavage. C'est par rapport à un délit précis pour lequel il a été condamné, vous le savez très bien. Manifester, c'est un délit? Non, manifester quand on vous dit qu'il y a risque de troubles graves qui peuvent mettre en cause la sûreté nationale, c'est un délit même en France. Et on condamne. Non, mais la France n'est pas forcément une référence pour nous. Oui, mais c'est pour condamne vous dire, pour parce qu'on a toujours tendance chez nous à considérer quand même que c'est le panthéon de respect des droits de l'homme. Peut-être vous. Mais tout le monde d'ailleurs, même si on ne l'accepte pas. Peut-être vous. Ce qui fait que la loi doit être appliquée sévèrement quand il le faut, contre quiconque qui veut aller contre les lois de la République. Par exemple, quand on tire sur une fille à Nouakchott, la loi n'est pas appliquée sévèrement. Et quand on manifeste à Rosso, et la loi doit être appliquée sévèrement. Je rappelle que c'est le fils du président de la République qui avait tiré sur une fille. Moi, je n'ai pas été témoin, en tout cas. Monsieur, Non, écoutez, ça suffit la langue de bois, monsieur, ça suffit, on sait, tout le monde le moi, je sait. n'ai pas été témoin d'un cas comme ça. On va parler des Comme vous n'étiez pas témoin lors de l'arrestation de Biram, qu'est-ce que vous dites qu'il avait... Parce que la justice a tranché. Ah, d'accord. La justice a tranché, donc j'ai fait confiance. Sauf que dans le cas du fils on va parler toujours de la justice. C'est pour ça que je me pose bien la question. On va parler toujours de la justice, des affaires qui ont été récemment révélées par les médias internationaux, à savoir Le Monde Afrique, de la justice américaine qui s'intéresserait de très près à King Ross, l'entreprise aurifère en Mauritanie. Et qu'est-ce qui vous inspire ces révélations à ce que la justice américaine dise quelque part qu'elle a de forts soupçons que le pouvoir mauritanien et cette association et cette société sont très très corrompus et qu'ils pillent littéralement toutes les richesses de la Mauritanie, en tout cas venant de cet or-là? Bon, moi je ne peux pas m'exprimer sur des rumeurs. Vous avez des avis? Non, ça a quand même été... Je ne peux pas avoir un avis sur une rumeur. Une rumeur, pour moi, ça reste une rumeur jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé. Pour l'instant, c'est la presse qui en parle comme ça. Monsieur, une enquête a été ouverte. Attendons. Ce n'est plus au stade de rumeur. Ce n'est plus au stade de rumeur. Qu'est-ce qui vous presse alors d'aller aussi vite et de ne pas attendre que la justice quand les médias parlent en votre faveur, ce n'est pas des rumeurs. On ait la confirmation, effectivement, que ce que vous dites... c'est bien fait. Pour l'instant, ça reste une rumeur. Monsieur, quand les médias parlent en votre faveur, c'est pas des rumeurs. Et quand c'est à votre défaveur, c'est toujours des rumeurs. Que ce soit à ma faveur ou contre moi, tant que, en tout cas, des cas comme ça, c'est des cas qui relèvent de la justice, quoi. D'accord. Et qui sont accusateurs. Moi, je ne peux pas me permettre de qui je suis. Je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un magistrat, je suis aucunement auxiliaire de la justice. Donc, je ne peux pas me prononcer sur des faits que je ne maîtrise pas. Vous avez peut-être des éléments. Vous êtes des journalistes, peut-être vous avez des éléments qui vous permettent de vous exprimer ainsi. Mais sortez tout alors, dans ce cas-là. Non, c'est à vous de dire les choses. Non, moi je ne suis pas auxiliaire de justice. Je ne connais rien à ce dossier. Oui. Prétendument que vous dites qui est en cours. Mais si vous êtes des journalistes, que vous avez vraiment poussé vos investigations jusqu'à avoir un début de preuves, mais dites ce que vous avez. Quand on aura des preuves, vous les aurez. Monsieur, j'aurais une question. La lutte contre la corruption semble être le cheval de bataille du président depuis son élection. Sans doute. Mais depuis son arrivée au pouvoir, plusieurs révélations médiatiques sur des scandales financiers et économiques ont impliqué directement ses proches. Pourquoi n'a-t-il pas ordonné des enquêtes face à ces affaires? Vous pouvez être plus précis? Il y a eu plusieurs
scandales économiques depuis l'arrivée d'Aziz. Je vous demande de les nommer, ces scandales. De quel scandale? Le plus récent, c'est celui de SNIM et de la société Niger. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas de quoi je parle. Non, on va La SNIM a injecté 15 milliards d'Ouguiya à la société Niger. Je vous rappelle exactement. Pas du tout. La société Niger, c'est la société qui était responsable de la construction du nouvel aéroport. Pas du tout. Pas du tout. Parlons Ça encore, c'est la presse qui l'a dit. Parlons Oui, mais le ministre lui-même, il l'a défendu à l'Assemblée nationale quand on l'a posé la question. C'est pas vrai. Le ministre, il l'a défendu. Apportez-moi la preuve. Dans ce cas, je pourrais, à ce moment-là, vous exprimer ma position. On vous apporte une preuve concrète. Dans la Constitution, il est dit que le président doit déclarer son patrimoine. Pourquoi Aziz ne l'a jamais fait? Il l'a fait devant le Conseil. Il ne l'a pas rendu public. Pourquoi c'est pas rendu public? C'est Et écrit cette dans la loi, Constitution. cette loi l'oblige à la C'est rendre autre publique. C'est écrit dans la Constitution. Mais pourquoi le Conseil constitutionnel ne rend pas public? Non. C'est lui Tu veux que le président soit viré le lendemain? Le président Vous de voulez la qu'il soit République viré? s'est acquitté de son obligation Non, monsieur. de déclarer son patrimoine. Il l'a fait auprès d'une C'est écrit dans la Constitution que ça doit être rendu public. institution emblématique. Très emblématique. Ma question. D'ailleurs, c'est qui le président de la Cour constitutionnelle? Rappelez-moi, c'est pas Sarah Mbarek? Et alors? Eh ben, on comprend pourquoi C'est pas ça un n'est citoyen pas. mauritanien? Il n'a pas le droit Écoutez, d'occuper. tout le monde connaît Sarah, excusez-moi. Monsieur, C'est un citoyen mauritanien. Monsieur- Citoyen, l'un des plus malhonnêtes que le Mauritanie a jamais connu. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, Hamad monsieur, Sall. quand est-ce qu'Aziz a déclaré son patrimoine? je ne sais C'était pas. en 2010. Mais Et la l'important loi est stipule qu'il qu'il l'a doit le fait. faire avant et après. Donc, Il l'a fait. en Et à la fin, 2014, à la il l'a fin de pas son fait. deuxième mandat, certainement, c'est sur quoi j'espère, Et pourquoi ça il pas le été rendu fera. public? Parce que c'est écrit dans la Constitution. Est-ce qu'il est dans la légalité quand il ne fait pas des choses qui sont écrites dans la Constitution? Je pense que vous vous agrippez sur une question qui n'a On veut juste des strictement, réponses. c'est accessoire On voit juste par des rapport à réponses. l'essentiel. Non, c'est pas que c'est très important, M. Diawara. En tout cas, merci d'avoir été de nôtre. Vous restez sur le plateau. Rien n'est encore fini. C'est juste une petite partie qui vient de se terminer là. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, Naira Saint-Père nous rejoint. À l'instant, voici Aïssata dans Hayou. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. À suivre l'œil sur la toile avec Amadou Kwan, puis notre invité répond au questionnaire. À l'instant, j'accueille Naira Saint-Père. Avec elle, on ouvre le kiosque d'Eremi. Naira, bonsoir. Bonsoir. Le kiosque d'Eremi, la Mauritanie vue de la presse nationale et internationale. On commence par une thématique qui fait les grands titres du moment, le terrorisme. Oui, Seydou, notre auditoire n'est pas sans savoir que notre pays, notre État, est engagé dans ce qu'il est convenu d'appeler la guerre contre le terrorisme. C'est à ce titre qu'il reçoit un soutien multiforme de la part de l'étranger, notamment de la France, son ancienne puissance coloniale. Il n'est donc pas surprenant de retrouver dans la presse française des articles consacrés à la Mauritanie et à ses efforts dans la lutte contre le terrorisme, ne serait-ce que pour prouver à l'auditoire français que la France dispose d'alliés sérieux dans la région. C'est donc le Paris Match du 28 novembre 2015, sous la plume de son envoyé spécial Bruno Fanucci, qui entreprendra de suivre notre président dans la fameuse zone rouge de notre pays. Dans l'article, on ne saura pas ce qu'est la zone rouge, ni qui en aura eu l'idée, ni même les conséquences sur les populations ou l'économie. On aura juste la vague impression que c'est l'État mauritanien qui en aura décidé ainsi pour raison de sécurité.
Ensuite, on assistera à une association d'idées, celle qui lie la prise du pouvoir civil par un putsch militaire en 2008 à l'arrêt des prises d'otages et des attentats depuis 2011. Puis, à défaut de raconter des faits et de faire part de son constat journalistique, l'auteur se retrouvera à nous parler du désert, de la plantation d'arbres pour participer à la Grande Muraille Verte et finira par une question: où sont les djihadistes? À défaut de réponse, Naira, restons sur la même thématique et à la même date. TV5 Monde était également dans les parages. Oui, la chaîne francophone nous proposait un entretien exclusif avec le président Mohamed Ould Abdel Aziz, dont le premier thème était sans surprise la lutte contre le terrorisme. Pour bien imprégner les téléspectateurs de l'ambiance, nous apprendrons dès le début de l'entretien, par l'entremise de la journaliste Dominique Larèche, que celui-ci a eu lieu sur une base militaire. Ce n'est que grâce au recoupement fait avec l'article de Paris Match, qui a eu lieu le même jour et vraisemblablement dans les mêmes conditions, que nous saurons qu'il s'agit de la base logistique de l'Emreye, située à 166 km de la frontière malienne. En effet, grâce à la photo de l'article de Paris Match et à l'interview télévisée de TV5 Monde, nous pouvons constater que le président porte le même costume dont les imprimés rappellent le style tweed anglais. Le ton de l'article et de l'entretien seront d'ailleurs complémentaires. Ce qui ne sera pas abordé dans Paris Match le sera sur TV5 Monde. Le président présentera un résumé de sa vision de la situation, à savoir qu'avant 2009, il se passait des choses terribles dans la zone rouge parce qu'elle était complètement abandonnée par les autorités. Quand vous prenez la peine de rechercher ce que représente la zone rouge en termes de surface du territoire concerné, vous ne pouvez être que choqué en découvrant qu'il s'agit quand même de 60 à 70% du territoire mauritanien. Le président a ensuite insisté sur l'importance de la sécurité pour le développement de notre pays, rappelant qu'aucun investisseur ne pourrait s'intéresser à un pays dont l'insécurité est un problème majeur. Nous ne pouvons que nous incliner devant cette affirmation et convenir ensemble que l'intérêt sécuritaire des investisseurs est supérieur à l'intérêt sécuritaire de nos populations. Le président exposera ensuite les détails et les modalités des efforts qui ont été fournis pour sécuriser la partie nord de notre territoire, notamment en établissant des points de passage, en usant de la biométrie pour vérifier toutes les entrées et sorties du territoire, en adaptant nos unités militaires pour qu'elles répondent aux défis des combats asymétriques ou de type guérilla pratiqués par les terroristes. Il fera mention aussi des difficultés de coopération entre les États de la région, soulignant le fait que les terroristes n'avaient pas les mêmes réticences, expliquant en conséquence que la Mauritanie souhaitait que cette coopération s'améliore afin de juguler ce phénomène et de restaurer l'ordre dans la région. Environnement et COP21 à présent pour finir ce kiosque des Rémi. La Mauritanie au sommet de la COP21, c'est en substance l'actualité environnementale à couvrir. Le Calam du 1er novembre 2015 s'intéressait à la préparation de ce sommet. Quelques jours auparavant, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, avait reçu une délégation de l'Union européenne pour discuter des enjeux et des défis des négociations en cours en vue d'aboutir à un accord mondial sur le climat. La Mauritanie tenait à leur disposition les documents stratégiques faisant état des avancées environnementales sur le plan national, ainsi que les outils techniques permettant de comprendre les changements climatiques et d'assurer une meilleure visibilité des efforts accomplis par notre pays. Le site d'information CRIDEM nous apprendra que la délégation mauritanienne à la COP21 est composée de 150 personnes, qui regroupent parlementaires et membres de la société civile inclus, que la Mauritanie s'aligne sur les positions du G77, qui regroupe des pays du Sud. Le projet de la Grande Muraille Verte, dont la Mauritanie est porteuse avec d'autres pays africains, aura retenu l'attention du président François Hollande, qui en fera mention au cours d'un de ses discours. Merci et bravo pour la Mauritanie pour ça. Naira, on va finir ce kiosque des Rémi par une question à notre invité, une ou deux questions. Oui, deux questions donc. Monsieur Diawara, bonsoir. Bonsoir. On a pu constater que le président et le gouvernement communiquaient avec les médias étrangers à propos de la stratégie de notre pays contre le terrorisme et l'insécurité. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de transparence chiffrée sur les efforts déjà réalisés par nos forces armées et de sécurité ? C'est très difficile sur cette question de faire parler les statistiques, mais il y a des constatations qu'on peut observer. Et à elles seules, elles suffisent comme statistiques. Bon, avant l'arrivée aux affaires du président Mohamed Ould Abdel Aziz, effectivement, le pays a connu des grands soubresauts en termes de terrorisme. Et il y a le cas de l'Emraïti, il y a le cas des Français qui ont été enlevés à Lègue et à Nouakchott un peu partout, où vraiment il est apparu que nos frontières étaient poreuses, sachant aussi que nous sommes dans l'espace sahélien, qui est un espace aujourd'hui et qui est aussi
pratiquée par des éléments de la nébuleuse internationale, Al-Qaïda ou AQMI. Bon, mais le chef de l'État, une fois qu'il a pris le règne du pays, a accentué la politique sécuritaire pour fermer nos frontières. On le constate. Donc, comme ça a été dit dans ta revue actuelle, on s'aperçoit qu'effectivement, depuis très longtemps, il ne s'est pas passé un acte terroriste sur notre territoire. Je pense que c'est aussi, si les autorités ne communiquent pas trop sur la question en l'occurrence, que c'est une question très sensible sur laquelle il est mieux de garder le silence sur certaines choses. Deuxième questionnaire. Dans la même veine que ma question précédente, pourquoi n'observons-nous pas, à l'exemple d'autres pays, une stratégie de lutte contre le terrorisme incluant les populations? Ça relève un peu du renseignement, à mon avis. Quelque part, la population est forcément partie dans cet effort, dans cette lutte. Parce que moi, je sais que dans mon village, par exemple, si un étranger arrive à Bouli, il faudrait qu'il soit déclaré à la gendarmerie. Et partout en Mauritanie, normalement, c'est ça la règle. C'est dire que sur cette question, la population mauritanienne est aussi partie, elle pratique du renseignement, non par délation, mais c'est tout à fait normal que chacun, en tant que Mauritanien, soit préoccupé par la sécurité nationale. Merci, on referme le kiosque d'Eremi avec Naira Samper. Naira, à bientôt. À bientôt. Je me tourne à présent vers Amadou Kane, pour qui n'avait pas quitté le plateau. Vous savez comment ça se passe avec lui. Ça clique, ça like, ça tweet. C'est l'actu des réseaux sociaux avec Monsieur Kane qui est là sur ce plateau. Alors, Monsieur Kane, on improvise? Improvise. Bonsoir à tous et à tous. Nous y voilà. C'est l'heure de l'actualité de la Mauritanie, vue des réseaux sociaux et du net plus généralement. Ce mois, Seydou, je craignais de devoir encore à commenter les conneries de certains Mauritaniens après les attentats de Paris, car le choix, il en avait entre des haineux qui se découvrent d'un seul coup une fibre panafricaniste, reprochant aux médias français de parler des malheurs des Français au lieu de ceux des Africains, ce qui est en soi un comble, car ils sont les premiers encore à crier au scandale si jamais les médias occidentaux s'intéressaient de trop près de leur affaires afro-africains. Et de l'autre côté, on avait aussi les polémiqueurs qui aimaient tellement polémiquer qu'ils le font par anticipation. Franchement, j'ai halluciné quand les gens ont commencé à crier dès lundi 16 novembre au scandale sur Facebook en se demandant pourquoi Charlie Hebdo ne s'est pas encore moqué de tous ces morts. La décence aurait voulu au moins qu'ils sachent le jour de publication de ce journal qui n'apparaît que le mercredi. Bref, on était parti sur des polémiques stériles. Ça commençait à aller dans tous les sens. J'ai même reçu des menaces venant de l'un de nos plus grands fans qui me dit, je cite, « Heureusement que je ne suis pas le directeur de Regard d'ailleurs, sinon je t'aurais viré de la radio. Tiens, en voilà un qui peut postuler pour le poste de conseiller du président Aziz, car avec ce dernier, dès que je ne suis pas d'accord, je te vire. » Donc Aziz a trouvé un moyen de mettre tout le monde d'accord. Ah oui, tout ça commençait à être lourd, trop lourd même. Heureusement que notre Raïs est là. Lui, je le kiffe car il m'inspire, il me pousse à me surpasser, il me donne de la matière à écrire pour mes chroniques. Le Raïs, le Sérénissime, le super président. Oui, si les Russes ont leur Poutine, les Américains sont sur le point d'avoir leur Donald Trump. Nous avons notre Aziz qui, depuis qu'il nous a rectifié un certain 6 août 2008 et que nous nous sommes laissés faire comme des moutons, il nous prend vraiment comme des imbéciles et je pèse mes mots. Qu'a-t-il fait alors? Tu as bien raison d'insister sur le encore, car c'est un récidiviste. Il prend de plus en plus des airs de petit dictateur. Tout le monde se rappelle de sa demande d'Express d'arrêter une émission de télé. Là, il est allé encore plus loin. Cela se passe le 28 novembre 2015. Le pays fête ses 55 ans d'accession à l'indépendance et à cette occasion, la République entière a été sommée de se diriger vers Nouadhibou. Comme il est de coutume, la finale de la Supercoupe de football est organisée en présence de notre rectificateur. Tout allait bien un partout entre Ksar et Tavrak Zeina quand tout d'un coup le Raïs a commencé à s'ennuyer. À la 63e minute, l'irréparable se produit. Le président demande tout simplement d'arrêter le match qu'il jugeait ennuyeux et passer directement au tir au but. Alors comment ont réagi les Mauritaniens?
Les réseaux sociaux se sont emparés tout de suite de cette affaire. Les gens ont crié au scandale. Sentant la polémique grossir, la Fédération nationale de foot s'est cru bon de sortir un communiqué dans lequel il dédouane le président de cet acte avec comme argument que le match a été arrêté parce qu'il craignait que la nuit tombe, vu que le stade ne possédait pas d'éclairage. Certes, mais personne n'avait prévu que la nuit tomberait ce jour-là à Nouadhibou. C'est incroyable. Peut-être que les organisateurs avaient espéré tout simplement que le président allait ordonner au soleil de ne pas se coucher ce jour-là. Ah oui. Et comment on réagit? Oui. Koumbaba, ministre des Sports, dont le seul exploit sportif se limite à des transports de fonds douteux entre Nouakchott et le Ghana pour le compte du président. On se rappelle tout de l'affaire Ghana Gate, a été rappelé à la rescousse, mais rien n'y fait. La presse étrangère s'est emparée de l'affaire. Et les médias internationaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? De ce côté, c'est la lachuma mondiale. Hein. Là, tout le monde en a parlé. Hein. L'équipe.fr en a fait un gros titre, le direct matin. Le matin, j'étais dans le métro, j'ouvrais mon journal comme d'habitude, je vois la photo du président. Et je lis, le président mauritanien se prend pour un dieu du football. France Inter, la première radio de France, en a parlé, non sans ironie. Daniel Morin propose à Aziz de postuler pour le poste de président de FIFA. Et pour finir, Olivier Pron de RFI disait en parlant de ce match que c'est tout simplement inédit et grotesque. Et pour finir, une dernière fois, il y a un supporter de l'équipe de Lyon qui propose à la prochaine fois que la Mauritanie vienne jouer au Stade des Lumières à Lyon. Ah, là au moins, il y aura de la lumière. Merci Amadou Kane, merci pour cette très belle chronique. Vous pouvez réagir en 2 minutes si vous voulez défendre votre champion, le président Abdelaziz. Vous savez très bien que le président n'a pas besoin de quelqu'un pour se défendre. Il se défend Tout seul. Tout seul, très bien. Ça, c'est d'une part. Mais bon, s'agissant de cette chronique, ça montre que les Mauritaniens sont friands des faits divers, d'un peu de tout. Les chefs de l'État n'ont arrêté aucun match. Il l'a dit. Ce sont les responsables de la fédération qui en ont décidé pour les raisons qui sont les siennes. Et il n'y a pas lieu de débattre à l'infini sur un fait accessoire. Vous avez dit votre avis. Donc, c'était Amadou Kane pour l'actu des réseaux sociaux. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Seta Camara revient sur ce plateau pour le questionnaire A. Rebonsoir Seta. Bonsoir. Vous nous rappelez rapidement le principe du questionnaire A, s'il vous plaît? Alors, c'est un principe assez simple. Il suffit simplement de répondre à un maximum de questions de façon assez spontanée. On y va? On y va. Alors, quel est votre mot préféré en soninké? Diamant. Que signifie-t-il? Ça veut dire l'assemblée. D'accord. Êtes-vous plutôt maro sombi ou fondé? Fondé. Vous avez déjà cuisiné pour une femme? Plusieurs fois, je le fais tous les jours. Et quel plat en général? J'ai fait du mafé, du tchèb, voilà. Vous avez Mokhtar, Bel Mokhtar au téléphone, que lui dites-vous? Dégage du monde. Que faut-il pour la Mauritanie puisse organiser la CAN en 2021? Je pense. Quelle est votre ville préférée en Mauritanie? Ma ville préférée, c'est Bouli. Vous pratiquez un sport? Oui. Si oui, lequel? C'est le tennis. D'accord. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier, c'est celui du sociologue français Raymond Aron. Alors, il est 19h à Nouakchott, la veille de la Tabaski. Un agent de la Somelec menace de vous couper l'électricité si vous ne payez pas les 10 000 ouguias qu'il exige. Et pourtant, vous êtes en règle. Vous payez ou pas? Je ne paye pas. Comment dit-on merci en Wolof pour terminer? Djardjof. Très bien. Diana Diouf, merci d'avoir participé au questionnaire A. Monsieur Issa Diawara, merci d'avoir surtout répondu à toute notre invitation et à nos questions. Et est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux Mauritaniens, à toute personne qui nous écoute sur rmiinfo.com? D'abord, je vous remercie à nouveau pour cette émission qui m'a permis de m'adresser à vos auditeurs en général et aux Mauritaniens en particulier. Ce que je voudrais ajouter, c'est simplement de demander aux Mauritaniens d'être plus agissants, d'être plus dans l'action que dans l'incantation, que dans la critique. Parce qu'on le voit tous les jours partout. On est là à pleurer, à lâcher nos larmes, mais quand il s'agit de l'action, on est toujours absent. Donc c'est sur ce point que je voudrais insister et dire aux Mauritaniens, allez-y, foncez, et l'action apporte toujours.
Vous l'avez entendu, M. Issa Diawara, représentant de l'IPR en France, appelle les Mauritaniens à l'action. Que vous soyez d'accord ou pas avec lui, vous avez entendu son appel à l'action. M. Issa Diawara, merci d'avoir été des nôtres. Regard d'ailleurs, c'est presque terminé, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours l'écouter et le réécouter sur notre site rmiinfo.com. Permettez-moi, avant de finir l'émission, de remercier Naira Saint-Père, Amadou Khan, Nadal Wakaf, Seta Kamara, Hamad Sal, Basuley et Abdoulaye Si, mais également Christophe Albert du côté de la technique. Bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en France, en Mauritanie et un peu partout dans le monde. Vous pouvez réécouter et réagir à l'émission sur notre page Facebook RMI Info. Regardez d'ailleurs sur rmiinfo.com. Quant à moi, je vous dis à très vite. Merci. Saïdouane.